J'espère que vous avez tout noté parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de chiffres et beaucoup, beaucoup d'idées. Donc, Monsieur Chevalier, alors Jean-Marie Chevalier, très connu dans le monde de l'énergie, vous êtes professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, vous avez dirigé le Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières, et vous m'aviez signalé que vous étiez senior associate au Cambridge Energy Research Associates. Vous avez écrit plusieurs livres, dont Les grandes batailles de l'énergie, qui est disponible en folio, L'énergie en état de choc, en 2015, chez Erol. Vous avez été consultant de nombreux gouvernements et d'entreprises, vous l'êtes peut-être bien encore, de la Banque mondiale, vous êtes membre du Cercle des économistes, et quand nous avons échangé avant cette table ronde, vous me disiez que vous vouliez insister sur la structure très rigide de notre système, qui donc est alimenté à plus de 80% par les 3 grandes énergies polluantes non renouvelables, qu'on enregistrait des tensions dans ce système, on l'aura déjà compris. Et donc, vous vous interrogez sur quels nouveaux systèmes peuvent être mis en place qui soient plus diversifiés, moins intenses en carbone, plus intelligents avec cette nouvelle donne du changement climatique et de la pollution. Donc, vous poursuivez les réflexions de M. Percebois. Évidemment, je vous poserai des questions parce que vous aviez mentionné hier soir qu'avant-hier soir, je ne sais pas si c'est à Dauphine, vous aviez une grande réunion avec notamment des acteurs aussi importants que Engie et qui mettent peut-être pas en musique aujourd'hui, mais là, demain, une nouvelle donne énergétique. Alors, des grands acteurs au niveau international de ce genre, ça impacte aussi l'idée que peuvent s'en faire les gouvernements, n'est-ce pas? Professeur Chevalier. Merci beaucoup. Oui, vous avez cité mon bouquin « Les grandes batailles de l'énergie », qui est un bouquin que j'aime bien. L'énergie est quelque chose de violent. Et à Dauphine, il y a 2 jours, on avait notre forum avec 1 millier de personnes. Et le titre, c'était « Les nouvelles guerres de l'énergie ». Et nous avions effectivement le patron de Engie, Gérard Mestralet, on avait le patron de Total, Pouyanné, on avait Laurent Fabius, on avait le patron de Saint-Gobain qui était là, etc. Et donc, il y a une espèce d'accord pour dire « Attention, les problèmes, ils sont devant nous ». Alors, je vais commencer en disant que quand on parle d'énergie, et Jacques l'a rappelé, au niveau mondial, 80% de nos consommations d'énergie de tous les jours viennent de 3 énergies fossiles polluantes non renouvelables, pétrole, charbon et gaz naturel. Et que, évidemment, derrière ces chiffres, nous avons des infrastructures lourdes qui ont été conçues depuis un siècle, des tuyaux, des gisements, des raffineries, des bateaux, des stations-service, des raffineries, et puis 1 milliard de véhicules automobiles en croissance constante tous les ans qui sont alimentés par ce système. Donc, on a un système qui ne se change pas en quelques mois ou en quelques années, on a un système très rigide par définition, et donc alimenté par ces énergies fossiles et polluantes. Alors, là-dessus, il y a un événement qui est arrivé qui était un peu un bouleversement pour nous, économistes de l'énergie, Jacques et moi, c'est le réchauffement climatique. On n'est pas climatologue, donc on n'a pas de jugement scientifique là-dessus, mais on écoute attentivement ce que nous dit la communauté scientifique internationale. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Je veux dire, oui, il y a un réchauffement climatique. On peut discuter des causes, peu importe. Pour nous, économistes, il y a réchauffement, c'est une certitude, et un réchauffement qui s'accélère assez rapidement. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Les incertitudes, c'est les effets du réchauffement climatique. Où vont-ils frapper? Combien vont-ils coûter? À quel moment vont-ils se produire? Et ça, c'est évidemment des questions qui sont compliquées et auxquelles on n'a pas de réponse.
Mais l'idée quand même, en tant que citoyen du monde, c'est de dire qu'il faut essayer d'agir le plus vite possible pour stopper cette augmentation tendancielle des températures. Alors, il y a eu les conférences de Paris et de Marrakech, conférence la COP21 et la COP22, qui a été salué par beaucoup comme un succès, un grand succès. L'accord de Paris qui a été signé avant que débute la conférence de Marrakech. Oui, mais si on fait l'addition des engagements pris par les différents pays, on est sur une trajectoire qui continue le réchauffement et qui nous amène vers 3 degrés, 3 degrés et demi, 4 degrés. Donc c'est très inquiétant. Malgré le côté positif de l'accord de Paris, on est encore dans une trajectoire de réchauffement qui continue. Alors, là-dessus, que faut-il faire? Je dirais que moi, je vois l'évolution des systèmes énergétiques, une évolution, attention, lente, parce qu'on agit lentement et qu'on a des rigidités très grandes, vers des systèmes qui sont plus décentralisés, plus intelligents, plus diversifiés et peut-être, espérons-le, moins intenses en carbone. Alors, je commande tout ça. Plus décentralisé. Bon. Le cas de la France est typique. On a eu un système énergétique jacobin qui a été mis en place, ça a été dit, par des décisions politiques assez unilatérales. Et donc, on est le seul pays au monde à avoir un bilan qui dépend à 40% du nucléaire. Bon. Ça, c'est l'histoire. Le problème, c'est de gérer maintenant la situation dans laquelle nous sommes. Et que la décentralisation est un mouvement qui se voit partout dans le monde. Dans le cas français, on a eu le Grenelle de l'environnement avec que les collectivités locales prennent en charge le couple énergie-climat et fassent des plans régionaux énergie-climat. La plupart des régions l'ont fait. Ce sont des plans intéressants qui sont assez différents d'une région à une autre, mais qui montrent que les citoyens ont envie maintenant d'intervenir plus activement sur, je dirais, leur environnement quotidien. La qualité de l'eau qu'ils boivent, de l'air qu'ils respirent, du traitement des déchets, des transports, du bruit, etc., etc. Et ça, c'est nouveau. Et c'est intéressant de voir que ce n'est pas seulement un problème énergétique, c'est un problème de société. Un problème de société avec derrière cette décentralisation des volontés d'économie circulaire, de raccourcissement des circuits qui mènent de la production à la consommation. Et ça, c'est un mouvement qu'on voit un peu partout dans le monde. On le voit très clairement au Brésil et on l'aperçoit en Chine. Donc il y a un mouvement de décentralisation qui nous amène, nous conduise vers des systèmes énergétiques qui sont plus décentralisés. Plus décentralisé, ça veut dire on utilise à un endroit les ressources locales que l'on a, que ce soit le vent, le solaire, la biomasse, la géothermie, éventuellement, je dirais, les gaz de schiste. Chaque territoire a ses propres ressources. Donc ce mouvement de décentralisation, on le sent au niveau mondial. Bon. Deuxième idée, des systèmes plus intelligents. Vous vous souvenez de cette remarque, c'est Barack Obama qui, au lendemain de son élection, a lancé le mot de smart grid. Smart grid, réseau intelligent. La réaction de beaucoup de monde à l'époque, c'était de dire on est déjà intelligent. Mais l'idée de Barack Obama, c'était de mettre davantage d'intelligence. Nos vieux réseaux construits au 19e ou au 20e siècle, ils sont bien, mais on peut les rendre plus intelligents. Et les rendre plus intelligents, ça veut dire mettre du digital, mettre des nouvelles technologies de l'information et de la communication, optimiser les flux, les contrôler, etc., etc. Et donc, il y a un potentiel d'efficacité énergétique qui est absolument considérable. Parlez bien dans le micro. Qui est absolument considérable. Et d'ailleurs, des entreprises nous le rappellent tous les jours, des entreprises comme Schneider Electric, comme Nexans, comme Legrand, qui mettent de l'intelligence dans nos installations énergétiques. Et ça, c'est en train de se faire. Et il faut généraliser l'idée de smart. Ce n'est pas seulement les smart grids, c'est les smart buildings, c'est les smart homes, c'est les smart cities, etc. Donc on a un très grand potentiel d'intelligence additive. Troisième point, des systèmes plus diversifiés. Si j'avais un seul mot à dire sur la situation énergétique mondiale à l'heure actuelle, ce serait le mot incertitude. Je vous ai parlé des incertitudes climatiques.
On peut parler d'incertitude sur les prix, sur les technologies, sur la géologie, etc., et la société. Et par rapport à ces incertitudes, la réponse est diversité. C'est une réponse de financier, je diversifie mes risques. Et donc, si vous voulez, les systèmes énergétiques du futur feront davantage place à un portefeuille énergétique plus diversifié. J'entendais parler ce matin des microturbines. C'est très intéressant, ça va se développer. Ça va se développer, et effectivement, on voit bien qu'on est dans des situations qui ont été un peu bloquées par le pouvoir jacobin, et qui est en train de se diversifier davantage. Et diversification, ça veut dire mettre en place des expérimentations de nouvelles liaisons technologiques entre l'eau, l'air, l'énergie, les transports, etc. Vous pouvez jouer sur les interdépendances qui sont de plus en plus nombreuses. Et donc, on voit on peut dire qu'au niveau mondial, on est dans une espèce de laboratoire d'expérimentation. Alors, il y a des pays qui expérimentent plus, la Californie, par exemple. L'Europe est pas mal placée. La Chine, quel va être l'avenir de la Chine? Je ne sais pas. C'est un pays qui a un bilan énergétique à 70% charbon. Comment vont-ils s'en sortir? Je ne sais pas. Ça fait partie des incertitudes. Et ils vont construire une trentaine de centrales nucléaires dans les 15 ans qui viennent. Mais si vous regardez le bilan chinois, le nucléaire passe de 1 à 3%. Ce n'est pas ça qui va transformer le système. Donc, une diversification d'autant plus accentuée qu'on a des points d'interrogation énormes sur l'évolution des prix. Que sera le prix du pétrole la semaine prochaine, après la conférence de l'OPEP, le 30 novembre? Que sera le prix du pétrole en janvier, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans, ou dans 5 ans, ou dans 20 ans? On ne sait pas. Et donc, là encore, la réponse à ces incertitudes, diversifiées. Ce que l'on sait quand même du point de vue des coûts, et c'est important, c'est que le prix des fossiles va remonter parce qu'on n'a pas investi depuis 2 ans et qu'il faut bien falloir qu'on développe de nouvelles ressources. Donc ça, on le sait, on ne sait pas quand, mais ça va remonter. Les prix du nucléaire, c'est quand même de gros points d'interrogation. Et quand on regarde le cas anglais avec Hinkley Point, c'est quand même des prix excessivement élevés. Bon. Le coût du gaz va suivre le coût du pétrole. Le charbon, on ne sait pas trop. Et le charbon, il y a bien une espèce de retrait du charbon qui se passe à l'heure actuelle, mais on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais ce que l'on sait, en revanche, c'est que le prix du solaire et le prix de l'éolien et le prix du stockage de l'électricité diminuent de façon irréversible et continue. Donc, on va avoir un croisement des courbes. Quand ça va se situer, je ne sais pas. Et donc, on a un grand problème, si vous voulez, qui est la rapidité de ce changement de système énergétique. Ce ne sont pas des systèmes décentralisés qui vont remplacer nos systèmes actuels. Il va y avoir une hybridation progressive. À quelle vitesse, je ne sais pas. Ensuite, je disais que ces systèmes seraient peut-être moins carbonés. Je dis peut-être parce que quand je regarde les prévisions des pétroliers à l'horizon 2030, on a une augmentation des consommations et une augmentation des consommations de pétrole, de gaz et de charbon avec un bilan qui reste encore à 70 ou 80% de pétrole, gaz et charbon. Alors, l'Agence internationale de l'énergie a construit un bilan beaucoup plus volontariste. Est-ce qu'on sera capable d'y arriver? Je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas uniquement une histoire de gouvernement, c'est une histoire de tous les citoyens, des villes, des collectivités locales, des entreprises. Et on a vu à la conférence de Marrakech qu'à côté des gouvernements, il y a toutes ces organisations non gouvernementales qui jouent un rôle de plus en plus important et qui vont aller dans le bon sens, c'est-à-dire une diversification plus grande et moins carbonée de nos systèmes énergétiques. Merci. Merci beaucoup.